Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche ensoleillé. Dans l'émotion et le plaisir de vous revoir, je me suis renversé quelque chose sur le pull. Je dis ça parce que ceux qui ont de bons yeux pourraient s'en apercevoir et dit quand même il aurait pu changer de pull. Mais c'est arrivé il y a 2 minutes à peine. Sur les conseils de François Bayrou, le maire de Pau, qui est toujours un excellent conseil vestimentaire, il m'a dit qu'il faut passer de l'eau Perrier. Donc voilà, c'est fait. Dans 1 minute, on ne verra plus rien. Alors, nous allons commencer avec quelqu'un que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. On ne peut pas vivre sans avoir entendu le nom de Maréchal Terre et l'avoir lu, parce que je pense que c'est le livre le plus vendu du siècle dernier. 5 millions d'exemplaires, les Mémoires d'Abraham, traduits dans toutes les langues possibles et imaginables. Et donc, voilà, il est entré dans l'univers du livre par cette porte immense. Ensuite, il a eu une vie que, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'exemple de vie pareil, puisqu'il est né dans le fracas des bombes, Varsovie, le ghetto, ce qui s'est passé autour, le bruit des immeubles qui s'effondrent, tout ça pour aller ensuite dans un camp de réfugiés en Russie, tellement dur que sa petite sœur est morte dans ce camp, vous imaginez. Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu une jeunesse comme personne. Peut-être, on va lui demander, mais peut-être est-ce là qu'il a élaboré ou pensé que la paix était vraiment le meilleur bien disponible sur Terre. Et évidemment, on ne peut pas avoir un écran de télévision sans l'avoir vu à la tête de tous les cortèges pour la paix dans tous les endroits du monde depuis une 40aine d'années. Et ensuite, nous avons invité Maréchal Terre parce qu'il est au centre des 2 problèmes actuels les plus brûlants. Il connaît Poutine depuis 30 ans et il me rappelait que la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était 1 mois avant la guerre, l'invasion. Et ensuite, il a été un des acteurs, on va dire, les plus actifs pour les accords d'Oslo. C'est-à-dire que parmi ses amis proches, il y avait Yitzhak Rabin et il y avait Yasser Arafat. Donc c'est quelqu'un qui a eu une vraie connaissance approfondie d'abord et une réussite quand même sur certains sujets qui sont très importants. Voilà pourquoi on est très très heureux de le recevoir aujourd'hui. Merci. Je posais la question tout à l'heure. Est-ce que le militant infatigable de la paix que vous êtes est la conséquence du début de votre vie, qui a vu la guerre, une des plus terribles qui soit, Varsovie, l'occupation allemande nazie, c'était terrible, les camps, tout ça. Est-ce que c'est ça qui a fait que, dans votre tête d'enfant, à 10-12 ans, vous avez mesuré le prix de la paix et que donc ça allait mobiliser pour toute la vie vos forces essentielles? Vous savez, je ne sais pas, il y a d'autres personnes que je connais qui sont nées, qui ont grandi dans les mêmes conditions que moi et qui ne réagissent pas aux événements du monde comme moi. On n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de terrible qu'on doit être sensible automatiquement à ce que les autres vivent en même temps, qui est comparable à ce que vous avez vécu. Je ne sais pas, je crois que ce sont des hasards qui vous poussent à faire ce que vous faites. Je connais des gens qui partagent mes idées, qui sont horrifiés par la guerre en Ukraine, qui sont horrifiés par ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Yémen, 500 000 morts déjà, et personne n'en parle.
peut-être demain à Taïwan. On rentre dans un monde instable. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Et il s'est fait que je suis venu de nulle part. Donc je pouvais me perdre dans ce nulle part ou me retrouver dans quelque chose. Je suis arrivé en France, j'avais 14 ans. Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais pas la démocratie. C'est quoi la démocratie? J'ai vu des gens défiler à Paris, de la République à la Nation, 1 million de personnes à l'époque, 1950, 1 million de personnes, 1er mai avec des drapeaux rouges. Donc pour moi, tout ça, c'était nouveau. Et par hasard, j'ai dragué une fille sur le pont Neuf, elle était polonaise, et elle m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je ne fais rien. Alors elle m'a dit, voilà, moi je travaille avec Marcel Marceau. Le mime. Mime, ceux qui se souviennent de Marcel Marceau, un grand mime. Et on est en train de démonter les manteaux de Gogol à Strasbourg. Il cherche quelqu'un pour déplacer le meuble. Alors, j'ai dit, moi, je suis prêt à déplacer ce que tu veux. Bon. Et c'est avec Marcel Marceau que j'ai appris les premiers mots de français. Parce que même pour déplacer le meuble, il faut quand même savoir où. Il dit, on peut plus à gauche, on peut plus à droite. Non, c'est trop près. C'est quand même, ça c'est tout vous quand même. Vous apprenez à parler avec quelqu'un dont le spectacle est muet. Exactement. Il faut s'appeler Marie Calter pour avoir ce concours de circonstances. C'est ça le hasard. Oui. Après, ça dépend qu'est-ce que vous en faites. Oui. Alors là, c'est les choix, là, c'est la volonté, bien sûr. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était vraiment intéressant de vous recevoir de toute façon. Mais en ce moment, il se trouve que vous avez une connaissance précise des 2 endroits où une guerre s'est décidée et que vous en connaissez quasiment tous les acteurs, principaux j'entends, les responsables politiques. Et donc, voilà, on va commencer par Oslo. Vous avez rencontré Arafat, vous avez rencontré Rabin, vous avez rencontré Pérez, qui sont disons le trio qui a réussi à faire des accords que tout le monde croyait impossibles. Oslo, oui. Oslo. Est-ce que quand vous avez commencé, parce qu'on dit on manque de rêve ou de volonté, mais quand vous avez commencé à les voir séparément, est-ce que vous avez imaginé qu'un jour ils pourraient signer ensemble? Il faut se souvenir ce que c'était. Arafat, c'était un terroriste, dénoncé par tout le monde, par le monde entier. Et il y avait Rabin et Pérez. Est-ce qu'au début, quand vous avez commencé, vous aviez d'abord l'intention d'y arriver, ou bien c'était un peu miraculeux à vos yeux, à vous-même, que c'était possible? Il faut d'abord aimer les mots. Les mots. Les mots. Pas les mots, les douleurs. Non, les mots, M-O-T-S. Les mots. Les mots. Il y a d'ailleurs une phrase très belle dans la Bible, « Prenez les mots plein les mains et venez vers moi ». Il faut aimer les autres. Aimer, je ne dis pas que je les aime, mais ils m'intéressent. Tout individu que je croise m'intéresse. Je suis curieux. En général, ce sont les femmes qui sont curieuses, pas les hommes. D'ailleurs, tout commence comme ça dans le paradis. Il y a Adam et Ève, et ils ont 2 fils, Caïn et Abel. Ils sont là, ils sont privilégiés, ils ont une piscine chauffée, ils ont tout. Ils sont nus, puisqu'ils pensent qu'ils sont seuls au monde. Sauf qu'ils ont 2 arbres en face d'eux, avec des fruits, et il y a un interdit. Tu ne mangeras pas ni de l'arbre de la connaissance, ni de l'arbre de la vie. Qui est curieuse? Qui veut savoir? C'est la femme. L'homme, il est content. Il dort, il se promène,
il a une belle femme, il voit ses deux fils grandir, il ne sait pas encore qu'un va tuer l'autre. Mais elle, ça la travaille. Elle veut savoir pourquoi elle n'a pas droit de toucher à l'arbre de savoir. Et elle mange la pomme. Et grâce à ces gestes, nous sommes là. Ouais. Parce que, voilà. Donc, je suis curieux, et je pense qu'il faut parler avec tout le monde. Il faut apprendre à parler avec ses ennemis. Moi, on parle d'Israël, de Hamas. Le chef historique de Hamas s'appelle Khaled Meshal. Je suis allé le voir il y a 18 ans à Damas. À l'époque, Hamas était à Damas. Ce sont des gens qui veulent me détruire. Mais tant qu'ils sont prêts de m'écouter, je dois leur parler. Moi, je n'ai pas de Kalachnikov. Mon arme, c'est la parole. En 1942, vous auriez parlé à Hitler? Alors, la question, c'est drôle, parce que Jacques Chancel, qui peut-être certains d'entre vous s'en souviennent encore, en direct à la télévision, m'a posé la même question. J'ai dit oui, je serais allé les voir. Vous serez allé voir, oui. Mais, un criminel de guerre? D'abord, j'étais trop petit à l'époque. Non, mais bien sûr. Et deuxièmement, il n'aurait pas voulu me voir. Il aurait préféré me voir comme sous forme d'une petite savonnette. De cadavre. C'est différent. Ah oui, c'est tout à fait différent. À partir du moment où l'autre accepte de me parler, il est déjà perdant. On a demandé à Freud un jour, quand est-ce qu'a commencé la civilisation? Alors il dit, je m'imagine deux primates, chacun sort de sa grotte avec une pierre et vont s'affronter. Un, pour une raison qui nous échappe, jette la pierre par terre et jette à la figure de l'autre une insulte. Là commence la civilisation. Une insulte, on est encore dans les mots. Ça veut dire, pour insulter, il faut que l'autre soit là, qu'il soit vivant. On n'insulte pas les morts. Donc, c'est extraordinaire. Donc, pour moi, c'était clair quand il y avait déjà un otage, Hamas, le jeune soldat israélien, Gilad Shalit. Son père est venu me voir à Paris, dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Israël était prêt de donner 1100 prisonniers pour un seul soldat. C'est une loi chez les Juifs. Dans les Talmuds, il faut racheter les prisonniers à tout prix, y compris les cadavres, pour leur donner une sépulture digne de ce nom. Donc, j'avais une amie qui était une Syrienne qui était à l'université ensemble avec Khaled Meshal, donc le chef de Hamas, qui était à l'époque près de Damas. On est allé, j'ai dû serrer la main d'Assad. Ben oui, pour sauver une vie. Et j'ai rencontré ce Khaled Meshal. C'est un individu plutôt sympathique. Plutôt sympathique. On s'est assis sur son bureau. Il y avait 2 photos de 2 filles. J'ai dit, qui sont ces filles? Mes filles, dit-il. Qu'est-ce qu'elles font? Il commence à me raconter. Un père, il a des filles. Ça n'empêche pas, parce que maintenant, quand on connaît l'histoire, on sait ce qui s'était passé le 7 octobre, ces jeunes filles qui étaient violées, etc. En ce moment, je ne savais pas encore qu'il y aura 7 octobre. Mais pourquoi a-t-il accepté de vous voir? La bonne question. Pourquoi Arafat a accepté de me voir? Parce qu'ils sont aussi curieux. Ils se demandent qu'est-ce que c'est cet écrivain juif, né dans le ghetto de Varsovie, qui ne se réfugie pas devant ou derrière une armée, une
très belle armée, Tsahal, mais qui veut leur parler, qui les reconnaît en tant qu'individus. Arafat, il m'a expliqué pourquoi il a accepté de me voir. Parce qu'il voulait voir ces types dont des amis des FLN algériens lui ont parlé. Je pense que c'était ça, je ne sais pas. Il y avait une raison, c'est une bonne question. Et alors, on passe une demi-heure, je l'ai fait parler de sa famille, de ses filles. Ils voulaient toutes les deux étudier à Londres. Une voulait être avocate, l'autre médecin. Je lui ai demandé comment il a connu sa femme, etc. Et à un moment donné, il m'interrompt, il dit, mais attendez, vous n'êtes pas venu m'interviewer. Oui, on n'est pas là pour ça. Oui. Alors j'ai dit, ben voilà, imaginons une seconde qu'une de ces filles, de vos filles, soit prise en otage. Que ferez-vous? Il dit, ben, j'irai chercher quelqu'un comme vous, comme intermédiaire. Là, j'avais déjà gagné. Et c'est vrai, une semaine après, il était libéré. Bon, les Israéliens ont donné toujours, ils ont libéré les 1100 prisonniers. Donc, là, puisque nous sommes entre nous, donc j'en veux un peu à nos politiciens. Mon ami Patrice Duhamel a parlé des hommes politiques, de notre président, que j'aime bien, il est sympathique, il est jeune. Il veut faire tout seul, on ne peut pas. Et il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas danser la même soirée en plusieurs mariages. Lui, il voudrait être partout, il ne peut pas. Quand j'ai appris, après le 7 octobre, qu'il y avait des otages, donc j'ai appelé Khaled Meshal, donc tant d'années après, à Qatar. Il se souvenait de moi. 18 ans après. Oui, c'est plutôt sympathique. Et je lui ai dit, j'ai envie de venir vous voir. Il dit, peut-être ce n'est pas le moment, il y a plein d'intermédiaires ici. Mais est-ce que votre gouvernement est au courant? Parce que c'est vrai, hein, quand on prend des otages, il faut être sûr que quelqu'un est prêt de payer quelque chose. Moi, je n'ai rien, je peux donner mes livres. Ça vaut ce que ça vaut. Alors j'ai appelé l'Élysée, j'ai dit, voilà, je connais le chef de Hamas. Il y a plusieurs chefs, hein, c'est toujours comme ça, mais bon. Bon, c'est un chef historique. Oui, disons, c'est ça, hein. c'est l'ancien. Et on peut peut-être libérer les otages français. Bon, là, je ne vais pas donner des noms. Bon, il dit, on va parler au président. J'ai reçu un SMS, toujours. Voilà. Et vous serez contacté par notre cellule diplomatique. Et j'attends toujours. Et là, c'est pas bien. Je ne sais pas si... Il a ses propres canaux, peut-être. Hein, pardon? Il a ses propres canaux. Certainement. J'imagine. Oui, ben c'est comme la canalisation. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois c'est bouché. Ben oui, il faut parfois déboucher les canaux. Alors, donc, la parole, c'est important. Et c'est comme ça que tout a commencé. Bon, donc, je ne suis pas resté longtemps avec Marcel Marceau. J'ai découvert la peinture, je suis allé au Louvre. Oui, vous étiez peintre, oui, au début. Avant d'écrire, vous avez peint. Je vous recommande d'ailleurs un tableau au Louvre magnifique de Uccello, La bataille. Et pourquoi il est magnifique, ce tableau? Parce qu'il y a plus de lances que de cavaliers. Et je me suis dit, tiens, pourquoi? Parce que pour donner un rythme, hein, l'élan au corps qui s'affrontent. Ouais. C'est magnifique. C'est comme ça que je suis devenu peintre. Et je suis allé en Israël pour exposer mes œuvres.
J'avais un ami mon père était un syndicaliste, président des syndicats. Et moi-même, j'avais la carte, à 15 ans, j'avais une carte de la CGT, j'étais en primaire, pour gagner ma vie, parce que pour faire la peinture, il fallait avoir de l'argent pour acheter les couleurs, les toiles, etc. Donc je suis allé, et il y a un copain de mon père m'a invité à une soirée de la Histadrout, des grands syndicats israéliens. Pour que les gens ne savent pas, c'était les premiers syndicats au Proche-Orient où les Juifs et les Arabes étaient ensemble. Oui. Et c'était en 1925 qui a été créé. Et là, il y a Golda Meir qui parlait. Et puis, elle a demandé, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, j'ai toujours des questions à poser. Donc, j'ai posé 2 ou 3 questions. Vous avez les questions et les réponses. C'est ça qui est bien. Non, je n'ai pas toujours des réponses. Non. Heureusement, d'ailleurs. Et alors, après la soirée, elle est venue vers moi. Et c'est devenu un peu ma grand-mère que je n'ai pas connue parce qu'elle est morte à Auschwitz. On est devenus très, très proches. Très proches. C'est-à-dire, chaque fois quand je venais en Israël, elle m'invitait, elle préparait des repas dans sa cuisine. On passait plus de temps dans sa cuisine que dans son bureau. Et c'est grâce à elle que j'ai connu Shimon Peres. La suite, oui, c'est ça. Après Ben Gurion, après Rabin, après Begin, de droite, qui avait une autre qualité qui est Netanyahou, parce qu'il était cultivé. Netanyahou n'est pas cultivé. Justement, vous parlez de Netanyahou. Juste, on revient 2 secondes sur le 7 octobre. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre... je ne sais pas, j'imagine qu'il s'est passé des choses dans votre tête très, très importantes. Et deuxièmement, après avoir téléphoné ou avant d'avoir téléphoné au chef historique du Hamas, est-ce que vous avez appelé Netanyahou? Oui, je l'ai appelé, j'ai fait une lettre ouverte, publiée dans les Échos et après dans Maariv, à la une, c'est le grand quotidien israélien. C'est ça aussi la qualité humaine. J'ai fait une lettre à Begin dans Le Monde. 3 jours après, Begin a répondu dans Le Monde. Netanyahou trouvait que c'est barbu là-bas, à Paris, m'emmerde, ce n'est pas la peine que je passe mon temps à lui répondre. Voilà. Non, je lui en veux parce qu'il a, par sa verve, il a une certaine force charismatique qui peut séduire le peuple. Hitler aussi, d'ailleurs. Franco, Mussolini. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent séduire, mais ils ne savent pas prévoir, ils ne savent pas diriger. La séduction, c'est une chose spéciale, particulière. Et il a quand même armé les bras de celui qui a tué Rabin, Amir. Et je ne lui pardonnerai pas ça. Parce que j'aimais beaucoup Rabin. C'était pas seulement parce qu'il connaissait l'histoire, c'est important l'histoire. Nous n'avons plus aujourd'hui, on en a déjà parlé au téléphone, j'ai écrit un livre qui s'appelle, je ne vais pas faire la publicité pour mes livres, Un monde sans prophète. C'est un très bon livre. C'est un livre qui a 2 ans maintenant. Ouais. C'est votre dernier livre. Il n'y a plus des prophètes. Il n'y a plus de gens qui prévoient l'avenir. Ils peuvent se tromper. Ou qui décident même de l'avenir parfois. Alors, ils précèdent. Les précèdent. Il y a les idées qui mènent le monde. Aujourd'hui, ceux qui devraient lancer les idées qui mènent le monde sont devenus des chroniqueurs. Ça veut dire qu'ils commentent le monde qui leur échappe. Ils ne connaissent pas. Les derniers, c'est quoi? C'est Sartre, Aron, Mauriac,
Claudel, etc. Bon, il y avait... Hugo. Non, Hugo, c'était avant, bien oui. sûr. Bon. Ah, vous parlez maintenant, là? Pardon. Oui. Non, avant Sartre. Et, bon, il y avait un que j'aimais beaucoup, c'était l'abbé Pierre. Il n'y a plus personne aujourd'hui d'aller à la télévision, à la radio, au lieu de vendre ses livres, pousser un cri « Au secours !» Personne. Le jour où c'était RTL, je pense, la première émission de l'abbé Pierre, spontanément à Paris, plusieurs milliers de personnes sont allées dans les mairies en disant qu'est-ce qu'on peut faire sur 5 minutes de l'abbé Pierre à la radio. Ouais. Donc aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de rêve collectif, communisme, socialisme, anarchisme, fascisme, peu importe. Ça veut dire quelque chose qui peut nous faire rêver. Peu importe. Bon. Non, ça veut dire, je dis pas que quand j'ai dit le fascisme, bon, c'est loin de moi, mais au moins, il y avait une idéologie, ça veut dire il y a une proposition d'un monde qui n'est pas le mien, mais ça aurait pu être un monde. Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? La connaissance du passé. C'est ce qu'on raconte que Périclès, pour ceux qui ne savent pas, 5e siècle notre ère, à Athènes, chaque fois quand il devait prendre une décision, il réalisait Homère. Pour comprendre comment le mécanisme qui arrive à la décision. Comment auraient réagi les ancêtres. Parce que ce qui est permanent dans le monde, la technologie change. Mon grand-père n'aurait jamais rêvé d'un portable. D'ailleurs, déjà, quand il a vu les bombardiers allemands survoler Varsovie, il ne comprenait pas comment ça volait. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Bon. Donc ça change. Ce qui ne change pas, c'est nous. Nous sommes des êtres poussés par les pulsions, comme disait Freud, pulsions de mort, pulsions de vie. Nous aimons, nous jalousons, nous détestons. Les réactions sont toujours les mêmes, c'est les mêmes. Alors, si on savait comment auraient réagi nos prédécesseurs, ça nous donnerait peut-être des pistes pour l'avenir. C'est tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Jusqu'au jour où on verra surgir un Karl Marx, je ne sais pas, un Montesquieu, un Voltaire. Parce qu'on a Voltaire, j'ai relu, je vous recommande d'ailleurs, un petit livre, Les traités de la tolérance. Et Voltaire, donc, il développe ses idées, la tolérance, c'est très bien. Bon, c'est après Hobbes qui a fait la même chose en Angleterre. Et il dit, tout ça, c'est valable pour les gens qui ont une pensée rationnelle. Mais ça ne touche pas les gens qui ont la foi. Ça veut dire c'est très, très, très actuel. Quand quelqu'un dit Allah Akbar, Voltaire ne peut rien contre lui, ni sur lui, ni pour lui. Ça lui échappe. Parce que la parole rationnelle ne touche plus, on est ailleurs. Qu'est-ce qu'il pense Dieu? On ne sait pas. Il s'est manifesté il y a longtemps, pour la dernière fois, et depuis, il est silencieux. Alors, Poutine, il se trouve qu'il est venu à votre anniversaire un mois avant la guerre. Oui, c'était le 27 janvier, c'était mon anniversaire, 86. Et le 24 février, il envahissait l'Ukraine. Vous le connaissez depuis 30 ans. Et le 24 février, alors, on a parlé du 7 octobre, le 24 février, quand il a envahi l'Ukraine. Vous lui avez parlé, là aussi? Oui. D'abord, est-ce que ça vous a... vous vous souvenez,
Tout le monde disait c'est pas possible, au bout du compte il va pas le faire. Il y avait que les services spéciaux de 2-3 pays qui disaient si il va le faire. Mais le monde entier pensait en gros que envahir un pays comme l'Ukraine, ça paraissait peu vraisemblable. Et vous étiez dans quel état d'esprit? Oui, c'est vrai, parce que bon, pour expliquer, j'ai créé 2 universités françaises en Russie. C'était l'idée d'Andrei Sakharov. C'était pas la mienne, c'est moi qui l'ai faite, mais c'est lui qui a donné l'idée. Moscou et Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et à Moscou. Donc, l'université se trouve au sein de l'université d'État de Moscou, qui est en face du Kremlin. C'est les anciens bâtiments. Depuis, on a construit d'autres bâtiments. Alors, pour mes 86 ans, 27 janvier, c'est 2 dates importantes. C'est la libération des camps et c'est la naissance de Mozart. C'est magnifique. Et il m'a fait une surprise, Poutine. Il a traversé donc la place. Il est venu avec ses fleurs. En Russie, on adore ça. Ça a l'air ridicule, mais on se balade toujours avec des fleurs. Et avec mon copain Peskov, qui vous voyez souvent à la télévision, qui est le porte-parole. Porte-parole du Kremlin, oui. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les Russes, j'aime bien la littérature russe. La Russie, c'est nous. Tchaïkovski, hein, les ballets russes, Tolstoï, La guerre et la paix, Dostoïevski, Tourgueniev, tout ça, c'est nous. Et ils adorent la France. Ils adorent la France. Victor Hugo, les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas se vendent tous les ans à 3 millions d'exemplaires. En Russie. En Russie, dans la traduction russe. Bon, donc, et puis ils m'ont sauvé la vie, il faut dire. Oui, c'est en Russie que vous avez fui lorsque... Donc, moi je l'ai connu, il était maire adjoint de Saint-Pétersbourg, grâce à Chirac. Bon, c'est une autre histoire, je ne vais pas me lancer dans... Et donc il est venu, c'était 1 mois à peu près avant le début de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine, mais l'armée russe était déjà mobilisée à la frontière de l'Ukraine. Et je lui ai posé la question. On ne se dit pas tu, on se dit vous. En hébreu, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas de vous. C'est comme en anglais, tu. Bon. Alors j'ai dit, Vladimir Vladimirovitch, vous n'allez quand même pas faire la guerre pour reconstituer l'Union soviétique. Et il m'a répondu une phrase qu'il a répétée après à Oliver Stone, quand le film. Stone lui a fait un grand entretien pour la télévision américaine. Il a dit, vous savez, Marek, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique. Celui qui ne regrette pas. Qui ne regrette pas l'Union soviétique. L'Union soviétique, qui a su quand même, malgré tous les défauts, réunir 73 nations dans le même rêve, n'a pas de cœur. Mais celui qui voudra, par la force, reconstituer cette Union soviétique, n'a pas de tête. Alors pour moi, c'était clair, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Hein? Pas de guerre. Et puis, 1 mois après, il y va. Alors, j'ai fait une lettre. Bon, c'est tout ce que je peux faire, c'est ma Kalachnikov, c'est ça. Je prends ma plume, je prends des papiers, j'écris à la plume. Donc, j'ai fait une lettre ouverte à Vladimir Vladimirovitch, qui a été publiée d'ailleurs en Russie, en Commerçante, un grand quotidien. Elle a été publiée en Russie dans les journaux? Oui, en Commerçante. Et je lui donne une phrase à laquelle il pouvait s'accrocher. Ça veut dire, j'aime bien quand je parle avec un ennemi, lui donner une porte de sortie. Sinon, ça veut dire, ça se termine par la violence, si on ne donne pas la possibilité à l'autre de s'en sortir. Et j'ai dit que la guerre commence toujours par 2, parce qu'il faut faire la guerre, il faut 2, au moins 2. Donc celui qui agresse
Et c'est lui qui rend cette guerre incontournable. Puis, quelques mois plus tard, je suis à Moscou, je rencontre Peskov au Kremlin, et il me dit, dis-moi, où est-ce que tu as pris cette phrase? Parce que le président, il veut savoir. J'ai dit, je crois que c'est de Montesquieu dans l'esprit de loi. Donc, il marque. Et puis, le soir même, il m'appelle, il dit, on a cherché, on n'a pas trouvé. Je dis, bah oui, je ne pensais pas une seconde que j'ai pu inventer une telle phrase. Donc, je suis modeste. Ouais. Alors, pour une fois, oui. Et puis, donc, je rentre à Paris, je demande à mon assistante, regardez dans Google. Elle regarde, il n'y a pas, cette phrase n'est pas citée Oui. dans l'œuvre de Montesquieu. Je dis, cherchez quand même, parce que j'ai dû l'apprendre quelque part. Et alors elle cherche, il dit, ça y est, j'ai trouvé le Google. Vous pouvez regarder d'ailleurs. Il dit, hein, c'est une phrase de Marek Alter qui pense qui était dite par Montesquieu. Alors, donc, d'une certaine manière, je me suis fait avoir. J'ai cette impression. Bon, il vous a bien menti, en tout cas. Il n'était pas obligé de vous le a dire. Menti. Je vais me lancer dans une aventure absurde. Il n'était pas obligé. Bon. Mais je me suis... Oui, je n'étais pas heureux. Doublement. Personnellement. Et là, en ce moment, quand vous disiez tout à l'heure, il faut lui parler, parce que maintenant, il est quand même le sujet d'un mandat d'arrêt international. Il a déporté des enfants ukrainiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mandat. Le mandat est précis. Il porte sur cette question-là de la déportation d'enfants. C'est quelqu'un qui bombarde depuis presque 2 ans les populations. Je veux dire, il faut vraiment encore parler. Il est capable d'écouter, vous croyez, quand on fait tout ça? Bon, moi, j'ai proposé quelque chose. Bon, critiquer, signer des pétitions, tout le monde le peut. Tout le monde? Tout le monde le peut. Ben, c'est vrai. Quelque chose qui nous bouleverse, hein, qui nous révulse. Ben, on nous propose une pétition pour condamner aussi. Et on a fait notre devoir. Ça, tout le monde peut le faire. Comme je connais un peu Zelensky, pas moins bien que Poutine, je me suis dit, on va faire quelque chose. Donc, j'ai réuni les représentants de 3 grandes religions monothéistes chez moi, à Paris. Quelques évêques, les rabbins, les grands rabbins, des imams, les mouftis. Et j'ai dit, et si on prenait des cartes sur lesquelles on mettrait des banderoles, hein, les religions pour la paix, et on va à Moscou et à Kiev. Ça veut dire on va d'abord à Varsovie, de Varsovie à Kiev, de Kiev par la Biélorussie, on passe à Moscou. Et mes interlocuteurs étaient enthousiastes, ils étaient prêts d'y aller. On a même trouvé de l'argent. J'ai même présenté les bus à la presse. Ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait le faire. Ben, Zelensky m'a répondu au téléphone. Bon, c'était une mauvaise blague. Vous pouvez venir, mais avec la tête de Poutine. Alors j'ai dit, moi je ne coupe pas les têtes. Il dit, oui, mais en France, on sait le faire. Il pensait à la Révolution française. Oui, Louis XVI. Bon. Et puis, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce qu'il fallait traverser plusieurs frontières. Ah oui. Bon. Après, je suis allé à Istanbul. J'ai vu Erdogan, qui n'est pas toujours la même chose. Ça veut dire, à partir du moment où il me parle, je lui parle. Ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Ça veut dire, je ne l'inviterai pas chez moi.
mais, mais, mais bon, voilà. Et on avait l'idée, on a même loué 3 bateaux pour faire le tour de la mer Noire. La mer Noire, partir d'Istanbul, passer par la Bulgarie, Roumanie. L'allonger du côté, oui. Et Ouest, on n'a pas réussi. Donc, j'ai essayé, peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Alors, on a 10 minutes, Marie Calter, maintenant, parce que vous êtes peut-être celui qui... Vous n'avez peut-être pas la réponse, mais vous êtes celui probablement qui a le plus réfléchi à cette chose-là. Cette édition s'appelle « Nos raisons d'espérer ». S'il y a quelqu'un qui aurait aucune raison d'espérer après votre combat pour la paix, qu'il est sur les 2 terrains qui ont été les vôtres, sont aujourd'hui en guerre, quel est votre sentiment? Et est-ce que tous les gens qui disent que c'est à désespérer risquent de l'emporter sur tous ceux qui pensent que malgré tout, ça vaut la peine de résister et d'espérer? Vous savez, dans la Bible, c'est un beau livre. Hein. Oui, pareil, oui. On n'est pas obligé de croire en Dieu pour le lire, c'est un beau livre. Il y a 3 livres. Ça veut dire il y a la Torah, ça veut dire le Pentateuque, il y a les prophètes et il y a l'histoire. Le plus intéressant, c'est les prophètes, c'est ce qu'on ne lit pas d'ailleurs. Il y avait un grand prophète qui s'appelle Jérémie, qui assistait à la destruction de Jérusalem et il pleurait. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de Jérémiade. Jérémiade. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, bien sûr, il critiquait les rois. Les prophètes critiquent le pouvoir. Et le pouvoir n'aime pas être critiqué. Donc les prophètes sont emprisonnés, tués. Bon, on connaît la liste des gens que Jaurès, qui voulait la paix, il a été tué devant les cafés de croissants. Croissant, pour un petit croissant. Alors le roi l'a attrapé, ça veut dire la police du roi l'a attrapé. Comme Rabin d'ailleurs a été tué lui-même aussi. Rabin, Sadat. Était tué, Martin Luther King tué, Gandhi tué. Bon, tous ceux qui ont essayé d'œuvrer pour la paix, pour la réconciliation, ont été tués. Parce qu'il devient insupportable, parce qu'il parle à notre conscience. Alors, qu'est-ce qui fait la police du roi? Attrape les prophètes, les jette dans une citerne, dans un puits. Alors, ses élèves accourent, ils regardent en se fond du puits, il dit « Jérémie, Jérémie, tu es là ?» Il entend une voix, il dit « Oui, qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Maintenant, quand je lève la tête, je vois de la lumière. » Je vois de la lumière. Quand on est dans un monde désespérant, c'est là où on commence à voir la lumière. Parce que personne, ce que nous détestons, j'ai proposé ça un jour à Mitterrand, il a ri. Il faut passer une loi pour condamner la mort. Fini la mort. D'ailleurs, dans le Coran, il y a une phrase très jolie. Il y a Mahomet, le prophète, qui est sur le lit des morts, il est malade, et il a 2 femmes côté de lui, c'est les chiites et les sunnites. Sa fille Fatima, qui sont les chiites, et sa dernière femme, Aïcha, sont les sunnites. Quelqu'un frappe à la porte, sa fille va pour ouvrir, elle revient, il dit, il y a quelqu'un qui dit qu'il vient te chercher, papa. Il dit, dis-lui que je n'ai pas le temps qu'il revienne. Et la mort s'en va. C'est magnifique. Bon. Donc, quand nous sommes en face dans des situations sur lesquelles on n'a pas de prise, la guerre d'Ukraine, elle va s'arrêter demain, après-demain. Les Ukrainiens vont perdre le Donbass, la Crimée, et puis il y a déjà des gens, des capitalistes, qui sont là avec beaucoup de milliards pour reconstruire l'Ukraine. Hein, le plan Marshall, les Américains ont gagné beaucoup d'argent en Europe. Ils ont fait du bien. Ils ont reconstruit
un continent qui a été détruit par la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont gagné de l'argent. Bon, donc, la guerre entre Hamas et Israël, ça s'arrêtera. Il faudrait qu'un jour, je sais que mes amis israéliens ne sont pas d'accord, il faudrait parler avec notre ennemi. C'est comme ça. Parce que c'est avec notre ennemi qu'on doit faire la paix. Avec des amis, il n'y a pas de problème. Bon, donc, mais c'est possible. Mais ce que vous dites là, la population israélienne en ce moment ne veut pas. Que la population israélienne, les Israéliens, le peuple israélien apparemment n'accepterait pas. Vous le savez ça. Aujourd'hui, mais demain il change. Aucun peuple, c'est vrai qu'Israël s'est su constituer, a créé, à construire une nation jeune, dynamique, solidaire. Solidaire, c'est un mot très joli, solidarité. Moi, j'étais un petit voleur en Russie. Pourquoi les Russes adoraient les Trois Mousquetaires? À cause de la solidarité. Un pour tous, tous pour un. C'est ça qu'ils adoraient. Donc, c'est un peuple extraordinaire. Mais à un moment donné, vous avez vu ces manifestations. Des centaines de milliers. 1 million de personnes sur un pays de 9 millions. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Donc, ils seront obligés. Moi, je me souviens quand j'ai dit à Golda Meir que je vais voir Arafat. Il m'a dit quoi? Tu vas serrer la main pleine de sang d'enfants juifs? J'ai dit, Golda, Moïse est allé voir le pharaon qui a tué tous les premiers-nés juifs, des milliers et des milliers. Elle était prise de court. C'est ça, les connaissances de l'histoire. Elle dit, mais tu n'es pas Moïse. J'ai dit, c'est vrai, je ne suis pas Moïse. Pourtant, alors, vous essayez bien de lui ressembler, mais vous n'êtes pas Moïse, c'est vrai. J'essaie, mais ça ne marche pas. Alors, elle a compris que ce n'était pas un argument. Il dit, mais c'est Dieu qui lui a dit. Il dit, Golda, Dieu ne m'a pas parlé. Mais, c'est problème de conscience. Moi, je risque rien. Je ne peux pas faire du mal à Israël. Je n'ai aucun secret à vendre. Mais si ma rencontre avec Arafat pouvait préserver la vie à quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et là, elle a cessé de me parler. C'est là que je me suis rendu compte que quand on cesse de parler, c'est terrible. Là, tout est possible. Mitterrand m'a fait ses coups aussi un jour. Il a cessé de me parler. Donc, vous parlez et l'autre ne répond pas. Vous n'existez plus pour lui. Donc, j'étais très, très triste. Je suis rentré à l'hôtel King David. À 6 heures du matin, elle m'a téléphoné. J'ai reconnu sa voix. Elle m'a dit « l'air ». En hébreu, « vas-y ». Et je suis allé voir Arafat avec la bénédiction de Golda Meir. Donc, il y a toujours cet espoir. Et je veux vous dire, ça c'est, puisqu'il faut terminer, n'est-ce pas? Je crois que la fin de ce siècle sera le siècle des femmes. Les femmes. Les femmes. Même en Iran. L'idéologie, je ne sais pas si on verra naître quelqu'un qui va, grâce à son génie, sa perspicacité, etc., nous proposer un monde nouveau. Peut-être oui. Dans la génération qui monte, il y aura certainement un Marx, un Engels, un Kautsky, un Bakounine, j'en sais rien. Hein? Bon. Un Montesquieu, pourquoi pas. Mais les femmes, j'étais bouleversé parce qu'il y a une organisation des femmes en Israël, Women Watch for Peace. Oui, bien sûr. Où les femmes israéliennes et palestiniennes se réunissent, des dizaines de milliers, et qui font une marche mensuelle
de Jérusalem à Jéricho. Et une de ces femmes qui a constitué cette organisation d'origine canadienne, Silver, elle était à cette fête pour la paix. Au concert. Voilà, à la frontière. À la frontière avec Gaza. Et elle était tuée. Mais je pense que mon prochain projet, je pense que je vivrai encore assez pour longtemps pour pouvoir le réaliser. Moïse a vécu longtemps. C'est une marche de 500 000 femmes de Jérusalem à Gaza. Et je ne crois pas que quelqu'un osera tirer sur une foule de femmes dans laquelle se trouve peut-être leur mère, leur sœur, leur fille. Personne n'osera. Et là, ça sera terminé. On a fait ça une fois, on a déjà oublié ça avec mon copain Kouchner, à Belfast, en Irlande du Nord. C'était une guerre fratricide entre protestants et catholiques. Pendant 100 ans. Des tortures, des trucs. Il y avait des films extraordinaires américains sur la violence qui traversait ces peuples irlandais. Et puis, on est allé, on a vu les mères de jeunes gens qui sont morts dans cette guerre. Elles ont fait un appel. Elles étaient 500 000 à Belfast et depuis, on n'en parle plus. Donc, l'avenir, bon, il y a beaucoup de femmes, je crois, dans la salle. Vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Je vous avais promis que ce serait intéressant. Et il a fait encore mieux que je ne l'imaginais. Merci beaucoup en tout cas.